Donc, pour notre première conférence, ça va être un peu différent. On va avoir 2 conférenciers. Alors, une des personnes qui sera là sera Mme Élisabeth Lepage, qui est agronome et experte conseil en production bovine chez Solio Agriculture, des fois où on parle de petits bœufs. Petit rappel, Mme Lepage a obtenu son baccalauréat de l'Université Laval en agronomie avec spécialisation en production animale. Pendant ses études et un petit peu après, elle a œuvré comme paysagiste durant 7 ans. Elle s'est ensuite dirigée dans le domaine du bien-être animal. Elle a occupé un poste chez Exceldor pour une période de 2 ans dans ce domaine. Elle est maintenant spécialisée en production vache-veau et bouvillon d'abattage et porte aussi le chapeau de mentor en gestion avant-gardiste des pâturages. Elle va être accompagnée par M. Jérôme Lamontagne, nutritionniste ruminant chez Solio Agriculture. M. Lamontagne est titulaire d'un baccalauréat en agronomie et d'une maîtrise en sciences animales de l'Université Laval, qu'il a réalisé sous la supervision d'Yvan Chouinard et Rachel Gervais. Ses travaux de maîtrise portaient sur l'utilisation de probiotiques dans l'alimentation des vaches laitières et leurs effets sur les performances et la composition du profil en acides gras du lait. Depuis 2021, il travaille chez Solio Agriculture comme nutritionniste ruminant, où il participe à l'élaboration et à l'amélioration continue des gammes de produits, en plus de soutenir les équipes terrain sur toutes les questions liées à la nutrition des ruminants et en leur partageant les nouveautés de la recherche. La conférence de Mme Lepage et M. Lamontagne portera sur la production de méthane par les ruminants et les ajustements possibles à faire dans les rations pour réduire sa production. Alors, M. Lamontagne va débuter la conférence, puis à un certain moment, ils vont s'échanger ça. M'entendez-vous? Oui, parfait. Oui, donc, je vais commencer par parler un peu de la théorie autour de la production de gaz à effet de serre au niveau de la production bovine, au niveau de l'alimentation surtout. Puis ensuite, je vais passer la parole à Elisabeth pour nous parler un peu de la vraie vie et du côté pratique à la ferme. Oui, ça va me prendre ça, merci. Donc, tout ça part en fait de l'objectif de carboneutralité que s'est donné nos gouvernements pour les prochaines années, 2050 dans le cas du Canada. Donc, c'est quoi en fait la carboneutralité? C'est de compenser l'ensemble des émissions par les séquestrations de carbone, comme on l'a vu dans le dernier panel. Donc, quand on parle des émissions en production bovine, c'est tout ce qui est au niveau du méthane entérique des ruminants. Ensuite, la gestion des effluents d'élevage, des énergies, la production des intrants agricoles. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu dans la dernière conférence, le dernier panel. Puis, au niveau des captures, c'est tout ce qui est capture dans les sols et par les arbres. Plusieurs associations producteurs se sont données comme objectif d'atteindre cette carboneutralité-là. Dans le cas des productions bovines, ils sont donnés comme objectif de réduire de 33 % leurs émissions de gaz à effet de serre pour 2030, ce qui est dans 6 ans, donc presque demain matin. Et d'autres secteurs sont engagés pour 2050, donc on parle des producteurs de lait, mais aussi les producteurs de grains et les producteurs d'œufs. Puis, ce n'est pas seulement les organisations producteurs qui vont dans ce sens-là, il y a aussi tous les gouvernements qui investissent beaucoup d'argent pour atteindre cet objectif-là. Donc, on a parlé dans le panel du lait carboneutre ou bien des projets de laboratoires vivants qui ont comme objectif de développer des nouvelles stratégies pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à la ferme, des stratégies qui pourraient être à la fois économiques et bonnes pour l'environnement. Il y a également des pressions au niveau des transporteurs et des distributeurs. Donc, des distributeurs comme IGA vont contacter des transformateurs comme AgroPure, Lactalis. Ils vont leur demander qu'est-ce que vous faites pour réduire les gaz à effet de serre de vos produits. Eh bien, ces transformateurs-là se tournent ensuite vers les producteurs pour leur demander la même chose. Certains transformateurs vont même jusqu'à proposer soit des bonis à l'achat de leurs produits lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre. Tout ça va amener également des opportunités pour les producteurs. Donc, dans certains cas, il va être possible de tirer un profit économique de la réduction de ces émissions. Ici, je vous montre en fait un exemple avec le protocole fédéral des compensations sur le méthane qui a été lancé, le protocole qui a été dévoilé en décembre dernier. Donc, c'est une façon de faire pour un producteur de parc d'engraissement pour émettre des crédits carbone qui vont pouvoir être acquis par un autre acteur de la filière en échange d'argent, en fait. Donc, c'est appelé à augmenter. Pour l'instant, je crois que le niveau auquel les crédits carbone sont financés, sont distribués, ne sont pas nécessairement adéquats pour compenser les efforts faits par le producteur, mais ça va être appelé à augmenter dans les prochaines années. Donc, c'est à suivre à ce niveau-là.
Maintenant, quels sont les GES en production bovine? C'est les trois principaux qu'on retrouve dans d'autres catégories, donc le CO2, le méthane et le protoxyde d'azote. Il faut comprendre que c'est trois gaz très différents qui n'ont pas le même potentiel de réchauffement. Donc, si on regarde la dernière colonne ici, c'est le potentiel de réchauffement 100 ans pour chaque gaz. J'ai mis en jaune ici le méthane qui va être le principal contributeur en production bovine et production laitière. Et le protoxyde d'azote qui est 273 fois plus potent que le CO2. Donc, chaque molécule de protoxyde d'azote est 273 fois plus puissant pour réchauffer l'atmosphère que le CO2, qui a un facteur de 1, vu que c'est le gaz à effet de serre de référence. Donc, le CO2, c'est tout ce qui est combustion des carburants, tout ce qui est décomposition de la matière organique. Le méthane, c'est beaucoup dans la gestion des lisiers, mais aussi, surtout, la fermentation entérique. Et finalement, le protoxyde d'azote, qui va être tout ce qui est l'azote des lisiers, utilisation des intrants dans les champs et compagnie. Ces trois gaz à effet de serre-là ont également une durée de vie différente de l'atmosphère. Donc, le CO2 a une très longue durée de vie, on parle de plus de 1000 ans. Une molécule qui est émise aujourd'hui va y rester pendant longtemps. Alors que le méthane, lui, a une durée de vie beaucoup plus courte, on parle de 12 ans. Donc, lorsqu'on le ramène sur une période de 100 ans, il y a un potentiel de réchauffement de 28, mais si on le ramène sur une période plus courte, par exemple 20 ans, on parle de 84 fois le CO2. Donc, c'est un gaz à effet de serre que certains appellent fast and furious, donc très, très puissant sur une courte période, mais ensuite, il est converti en CO2. Souvent, ce qu'on voit dans les journaux, dans la littérature, ou bien dans les de vulgarisation, ils vont dire une vache, ça émet autant de gaz à effet de serre qu'une voiture. Ici, je prends un exemple d'une vache bovine qui va à peu près émettre 200 grammes de méthane par jour. Oui, ça équivaut, si on prend ce facteur de 28-là, à 25 km en voiture par jour. Donc, l'équation se tient, mais ça oublie le fait que le CO2 et le méthane sont des gaz différents dans leur cinétique de l'atmosphère. Donc, le méthane fait partie d'un cycle naturel que peut-être l'homme a modifié pour l'amplifier, mais ça reste un cycle. Donc, le CO2 de l'atmosphère va être capturé par les plantes, qui la plante va l'utiliser pour faire ses sucres, ses fibres pour croître. Puis, ces composés-là vont être consommés par la vache ou par le bovin pour l'utiliser dans son alimentation, sortir de l'énergie, et une partie va être émise en méthane. Ce méthane-là, donc, retourne dans l'atmosphère et au bout d'une période de 10-12 ans, va être reconverti en CO2. Donc, si on suit le chemin de la molécule d'un bout à l'autre, au final, le réchauffement est nul. Si on amplifie nos émissions de méthane, c'est certain que ça augmente le réchauffement de l'atmosphère, mais si on les réduit, ça risque ça n'a pas le même effet que, par exemple, le carbone. Ici, le carbone qui vient des voitures, lui, c'est du carbone du sol, donc des énergies fossiles, qu'on envoie dans l'atmosphère sans avoir vraiment la capacité de les séquestrer facilement. Donc, on a vu dans le panel précédent que séquestrer du carbone, c'est assez difficile. C'est beaucoup plus facile d'en émettre que d'en capturer. Donc, c'est un peu la différence que certains chercheurs font entre les stocks gaz, donc des gaz qui s'accumulent dans l'atmosphère, et des gaz, des flow gas, donc des gaz qui font partie d'un cycle. Ici, je vous montre un exemple entre le CO2 et le méthane. Prenons un exemple où chaque jour, on émet une quantité égale de CO2 et de méthane et qu'on calcule les niveaux de CO2 de l'atmosphère à partir du jour 1. Au jour 1, on émet 1 cube de CO2. Au jour 2, le cube qu'on émet s'accumule par-dessus le cube de la journée précédente et ainsi de suite. Donc, à chaque jour, à une production constante de CO2, le CO2 de l'atmosphère augmente. Cependant, si on regarde le méthane, si on produit une quantité de méthane égale pour une longue période, eh bien, la quantité qu'on émet à chaque jour est compensée par la quantité qui est retirée de l'atmosphère à chaque jour par oxydation naturelle dans l'atmosphère. Un exemple plus imagé de le voir, ce serait de voir deux baignoires ici. Donc, vous avez à gauche le CO2. Donc, l'eau qui sort de la baignoire, ça représente le réchauffement de l'atmosphère. Donc, le CO2, c'est un plus petit robinet. Il réchauffe un petit peu moins l'atmosphère que le méthane. Mais il n'y a pas de façon d'enlever, une fois qu'on a vidé l'eau dans le réservoir, il n'y a plus de façon vraiment de l'enlever de façon facile. Le méthane, quant à lui, c'est un plus gros débit. Donc, le méthane va remplir la baignoire beaucoup plus rapidement. Cependant, si on ralentit le débit, il va finir par s'écouler par
la façon naturelle du méthane de s'oxyder naturellement en CO2. Maintenant qu'on sait ça, on peut maintenant se poser la question comment est-ce que le méthane est émis de l'atmosphère, comment fonctionnent en fait les processus de formation de méthane dans le ruminant. Donc, tout part de tout ce qui est fermentescible pour la vache. Donc, tout ce qui est sucre, amidon, fibres, tout ce qui est la base de l'alimentation de l'animal va être consommé par le ruminant et être dégradé en glucose dans le rumen. Ce glucose-là est utilisé par les bactéries du rumen pour produire des acides gras volatiles, donc l'acétate, le butyrate et le propionate. L'acétate et le butyrate vont également émettre comme coproduit de cette fermentation-là de l'hydrogène qui, en combinaison avec le CO2 dans le rumen, va être utilisé par les archéméthanogènes, qui sont d'autres types de bactéries, pour produire du méthane. Le méthane va ensuite être relâché souvent par la bouche de l'animal, et c'est là qu'il va y avoir production de méthane. Important de noter ici que le propionate, lui, ne va pas émettre davantage d'hydrogène, donc il va plutôt en capturer de l'environnement ruminal, donc rentrer un peu en compétition avec la production de méthane. Autre aspect important de savoir, c'est qu'il y a différentes façons de mesurer le méthane émis par les animaux. Donc, vous allez entendre souvent parler de production de méthane, de rendement en méthane et d'intensité en méthane. Ça peut être trois mots qui se ressemblent, mais qui ont des unités différentes et qui vont avoir un impact différent selon la façon qu'on les présente. Donc, la production de méthane, c'est vraiment la production de méthane totale par jour, soit pour l'entreprise, soit pour un animal. Et les graphiques que je vous montre ici, c'est pour des vaches en lactation. Désolé, mon background est plus des vaches pour la production laitière que pour la production bovine, mais ça montre quand même différentes façons de voir. Donc, en vert ici, vous avez une vache de deuxième lactation, donc une vache plus mature, qui consomme plus d'aliments, et donc qui va produire, pour une durée de sa lactation, plus de méthane en moyenne qu'une vache de première lactation, qui est en bleu, donc une plus petite vache, produit un petit peu moins de lait, consomme moins d'aliments. Lorsqu'on parle de rendement, c'est la quantité de méthane qu'elle émet par kilogramme de matière sèche consommée. Là, on peut voir ici que nos deux animaux sont beaucoup plus comparables. Donc, pour une même consommation, deux vaches vont à peu près produire autour de la même, à peu près le même rendement en méthane. Ce qui va faire varier le résultat, ça va être soit la génétique de notre animal, donc il va y avoir des animaux qui sont plus efficaces que d'autres, et l'alimentation. Donc, certaines stratégies alimentaires vont permettre de réduire le rendement en méthane d'une vache par rapport à une autre. Finalement, celui que je considère est le plus important pour un producteur laitier ou un producteur bovin, ça va être l'intensité en méthane. Donc, la quantité de méthane émise pour chaque kilo de produit fait sur l'entreprise. Donc, par kilo de gain ou par kilo de lait pour une vache ici. Donc, vous voyez ici que notre vache de deuxième lactation produisait plus de méthane par jour qu'une vache de première lactation. Mais ici, on voit que nos vaches plus efficaces, nos vaches en vert, vont produire moins de méthane par kilo de lait que nos vaches de première lactation, donc qui sont un petit peu moins efficaces que nos vaches plus âgées. Maintenant, comment est-ce qu'on mesure le méthane entérique des ruminants? Il y a différentes façons d'utiliser en recherche. Je vous en présente trois ici. D'abord, je ne sais pas si on voit bien avec l'image, mais c'est des cages métaboliques. Donc, en fait, la vache est confinée à un environnement clos où la quantité de gaz qui rentre et qui sort est vraiment mesurée précisément. Donc, on peut mesurer la quantité de méthane qui est émise par la gueule de l'animal et par ses fesses. Une autre façon, peut-être un peu plus pratique, surtout dans les environnements extérieurs, c'est avec des systèmes portatifs comme ça, où un capteur est mis dans le naseau de l'animal pour mesurer le méthane émis avec un gaz traceur. Et finalement, la méthode qui est plus utilisée ces temps-ci, c'est avec les fameux green feed. Donc, c'est des distributeurs de concentrés avec des capteurs de méthane, où l'animal va aller mettre sa tête dans la cloison pour manger un peu de concentré, et le méthane va être mesuré à cet endroit-là. Donc, vous pouvez comprendre que ces trois méthodes qui sont dispendieuses, qui ne peuvent pas vraiment s'appliquer en situation commerciale pour mesurer le méthane. Donc, il y a plusieurs fonds. C'est utiliser des équations bâties à partir des données de la recherche qui ont été faites avec ces méthodes-là. Donc, souvent, les équations vont soit utiliser des données de l'alimentation, donc la quantité de matière sèche consommée, le pourcentage d'amidon, de gras de la ration. D'autres vont utiliser d'autres paramètres, soit avec la qualité des fourrages, soit avec le profil d'acide gras du lait si on est en production laitière,
et compagnie. Donc, différentes façons d'appliquer les résultats de la recherche au champ. Passons maintenant à la partie plus pratique. Donc, merci. Voilà. Vous m'entendez bien? Oui. Merci, Jérôme. Je vais prendre la balle au bon. Donc, bonjour tout le monde. Moi, je vais plus vous parler, on va énumérer un peu ensemble là, les différentes stratégies alimentaires qu'on pourrait utiliser sur nos fermes pour nous aider à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, la première chose que je voulais faire avec vous, c'est vraiment distinguer bien ensemble les deux productions dont on peut parler, qui sont complètement différentes, surtout au niveau alimentaire aussi. Donc, la production vache-veau et au niveau des parcs d'engraissement. Ce que je voulais qu'on remarque ensemble, c'est vraiment la disponibilité ou les ingrédients utilisés qui ne sont vraiment pas les mêmes dans ces deux environnements-là, et aussi le mode de distribution. Donc, il y a des stratégies qui vont être beaucoup plus applicables dans la production vache-veau, et d'autres vont être beaucoup mieux applicables dans les parcs d'engraissement. Donc, vous voyez ici, là, on voit les ingrédients, si on les nomme, là, foin et pâturage, principalement pour la production vache-veau. Ce qu'on peut voir chez certaines fermes, dépendamment de la région, on peut se rendre là, au maïs en silage, des fois le maïs grain, rarement, mais des légumes, on prend les régions de la Nodière, ils ont vraiment accès à beaucoup de légumes, dont des fois sur les fermes vache-veau. Puis le grain habituellement qu'on peut donner, c'est de l'avoine, souvent au veau. Mais si on regarde là, sur les parcs d'engraissement, on a vraiment un plus grand inventaire d'ingrédients disponibles et une plus grande capacité des producteurs à aller chercher des sous-produits parce que c'est souvent livré en 35 tonnes. Donc, c'est pour ça que, dépendamment de nos stratégies qu'on va prendre aujourd'hui, on va regarder aujourd'hui, il faut se remettre dans un contexte ou dans l'autre. Ça va? N'hésitez pas aussi à travers si vous avez des questions là, par rapport à ça. Donc, principalement, si on y va plus au niveau global, là, pour essayer de réduire nos gaz à effet de serre, ça a été dit dans les autres conférences également, juste de jouer ou d'aller essayer d'améliorer notre productivité du troupeau. Ça va passer par avoir une ration équilibrée. Donc, si on a des groupes d'animaux en gestation, lactation, tout ça, il faut vraiment essayer de segmenter notre alimentation le plus possible. Pas même chose en parc d'engraissement, avoir des rations pour les jeunes veaux en entrée, en croissance, en finition, essayer de vraiment segmenter nos programmes alimentaires pour aller répondre le plus possible aux besoins spécifiques de nos animaux selon leur stade. Le soin aux animaux, ça, c'est quelque chose que je tiens particulièrement parce que je trouve que des fois, il y a des animaux qui sont improductifs sur la ferme puis qui ne sont pas diagnostiqués assez rapidement. Donc ça va venir vraiment faire une grosse différence sur nos niveaux, comme Jérôme l'expliquait, dans notre référence de kilos de CO2 produit par kilo de viande produit. C'est là où on pourrait aller jouer les animaux improductifs qui sont malades, blessés, ou pas gestantes, qu'on appelle les vaches pensionnaires, c'est des animaux qui vont émettre sans être productifs. Donc, vraiment d'aller jouer. Avez-vous une question? Ça va? Ah, excusez. OK. Donc, ça, faire attention, diagnostiquer rapidement et apporter les soins rapidement aussi aux animaux qui en ont besoin. Maximiser le taux de gain, on s'entend, là, c'est vraiment d'aller chercher des bonnes performances. Donc, dans nos stratégies au niveau de l'alimentation, on les énumère ici. On va aller voir le ratio fourrage concentré, qu'est-ce qu'on peut modifier là-dedans. L'ajout de gras, quel avantage on peut avoir aussi au niveau des émissions. L'usage d'additifs, que Jérôme va revenir un petit 2 minutes pour nous les énumérer. Ajuster l'apport de protéines, on va voir aussi quel impact ça peut avoir. Puis maximiser le pâturage, je pourrais vous en parler pendant très longtemps, mais on va aller voir un petit peu quelques éléments là, qui peuvent être très bénéfiques au niveau des émissions. Donc, comment favoriser la fermentation propionate? Comme Jérôme nous l'a montré tantôt, on voyait acétate, butyrate, propionate. On voyait aussi que la fermentation en propionate captait plutôt l'hydrogène qu'elle en émettait. Donc, on doit essayer le plus possible de favoriser la fermentation en propionate dans notre alimentation pour réduire les émissions. De quelle façon on fait ça? C'est de vraiment amener de l'amidon dans notre ration. Donc, on se rappelle que la fibre va plutôt être une fermentation en acétate et va produire du méthane.
mais la fermentation propionate va vraiment venir de la gestion de l'amidon. Donc, nos choix d'ingrédients vont vraiment s'orienter plus vers les concentrés à ce moment-là. Tout ce qui contient de l'amidon va nous aider à réduire la production de méthane. Ça va? Maintenant, Jérôme, je vais laisser nous les expliquer les différents additifs qui sont disponibles sur le marché. Il les a plus étudiés que moi. Oui, donc ce tableau-là, en fait, vous résume en fait les principaux additifs disponibles et en recherche sur le marché. Là. Donc, ils ne sont pas tous disponibles autant. Donc, 0 ici, ça ferait aucune différence avec un traitement contrôle. Et plus que la barre s'éloigne vers la gauche, plus l'additif s'est montré efficace en recherche pour réduire le méthane des animaux. Donc, vous avez d'abord les algues rouges, on va en parler plus en détail dans les prochaines diapositives. Les acides gras saturés, donc tout ce qui est utilisation d'huile dans l'alimentation. Le 3-NOP également, qui est l'additif de synthèse qu'on a parlé durant le panel en bas, donc qui vient d'être commercialisé. Ça aussi, on va en parler plus en détail dans les prochaines diapositives. Sinon, toutes les autres ici, je les mentionne rapidement. C'est des additifs qui ont été testés en recherche, qui ont démontré une certaine efficacité, mais ils ont tous, à part l'agolin ici, qui est présentement sur le marché puis qui a été mentionné encore tantôt, mais les 3 ici sont des additifs qui peuvent avoir soit un impact au niveau de la consommation des animaux, donc qui réduire un petit peu les performances, soit dans le cas de nitrate, donc c'est de l'azote non protéique, qui, lorsqu'il est rajouté dans l'alimentation, va capter de l'hydrogène, mais qu'il pourrait avoir un impact au niveau de la toxicité en fait du nitrate quand il est étudié à trop grosse dose, donc au niveau de l'innocuité, c'est là qui est en fait le problème. L'agolin que je viens de mentionner, donc c'est un mélange d'huile essentielle qui est commercialisé présentement. Ça a montré une certaine efficacité à augmenter la production laitière en production laitière, justement. Production bovine, je ne suis pas certain qu'on a des résultats à ce niveau-là. Puis on parle d'une réduction d'autour de 5 à 8 des émissions en production bovine. Le monensin, je pense que tu vas le mentionner un peu plus tard aussi, qui est déjà disponible, qui est utilisé à la majorité des productions bovines. Et les 4 autres additifs qui ont vraiment une petite différence, mais pas assez pour soit justifier le coût de continuer les recherches, ou bien que c'est très variable dépendamment de l'alimentation. Je te laisse... Oui, oui. Je vais poursuivre. On va juste peut-être prendre la question, puis après, on va attendre à la fin pour le temps qui restera. Oui. Oui, bien, je n'étais pas sûre si on y allait au cours de la présentation, mais au niveau de l'amidon, puis le fait qu'on veut pousser au niveau de la production de propionate, ça reste un ruminant. Je m'attendais à cette question-là. Je pense que je vais te revenir à la fin avec ça, mais je m'en attendais, puis j'espérais quasiment que quelqu'un la pose. Donc, oui, je vais y revenir, c'est quand même important. C'est bon. Rapidement, là, les algues rouges, c'était notre premier ingrédient dans le tableau. C'est vraiment, vous le voyez, là, vous en avez sûrement entendu parler. C'est vraiment, l'algue, c'est qu'elle contient une substance halogénique qui va vraiment inhiber certains enzymes responsables de la production de méthane. Puis, comme on voit ici, là, son efficacité est quand même très, très importante. La seule chose, c'est que produire de l'algue rouge en bonne quantité pour fournir aux fermes, les envergures qu'on a, c'est vraiment difficile de les produire en quantité commercialisable pour le moment. Il y a une préoccupation liée à la santé humaine qui pourrait avoir un petit composé cancérigène là, qui est encore en étude. Là, donc, il y a une préoccupation liée à ça. Puis, exactement, il y a d'autres études en cours là, présentement là, liées à ces types d'algues-là. Les acides gras, bien, pourquoi on parle d'acides gras? Comme Jérôme l'a dit, c'est des huiles ajoutées dans nos rations. En production laitière, c'est vraiment comme déjà inclus dans les moulées, mais dans la production bovine, on ne parle pas vraiment de ça. Dans le sens que la seule source de gras qu'on peut vraiment voir plus souvent, c'est un sous-produit du filtrage de maïs, le Filter-Aid, qui va apporter une très bonne source de gras, mais en fait, c'est la seule pas mal qu'on va voir en production bovine. Mais c'est quand même important de le mentionner parce que c'est vraiment une source d'énergie pour l'animal, mais qui ne sera pas fermentée comme le glucose. Donc, ce gras-là est antagoniste à certains micro-organismes impliqués dans la production du méthane.
Puis, il faut vraiment faire, par exemple, attention, parler aux nutritionnistes pour ne pas dépasser les taux de gras dans la ration totale, les niveaux recommandés. Ça peut monter vite quand même. Le Bovaer, le 3-NOP, l'additif qui a été parlé aussi ce matin, là, dont Jean a fait les petits calculs, là, qui est maintenant approuvé là, depuis quelques semaines. C'est vraiment une molécule de synthèse qui veut imiter l'algue rouge. Donc, encore là, les réductions, l'efficacité est très importante aussi. Puis, les effets seraient persistants à long terme, mais comme on a parlé, là, c'est vraiment d'aller voir la rentabilité sur les fermes. Puis, mais c'est un ingrédient qui maintenant peut être utilisé ici. Le fonctionnement du 3-NOP, là, on ne décrira pas tout ce graphique-là parce qu'on manque de temps, mais c'est vraiment juste pour dire que ce que ça fait, ça vient inhiber la dernière étape de la production du méthane dans la chaîne ici de production. Le monensin, c'est vraiment un produit, c'est un ionophore que la plupart connaissent. C'est très utilisé sur les fermes bovines aussi. Donc, le monensin va réduire la croissance de certains micro-organismes qui sont producteurs d'hydrogène. Il va avoir une efficacité à ce niveau-là, mais à la base, on l'utilise déjà depuis des années pour l'efficacité alimentaire, puis mieux utiliser la fibre dans la ration. Donc, on le voit vraiment beaucoup dans les parcs d'engraissement. Et on a une efficacité de réduction de 5 à 15 %. On se questionne sur son effet persistant à long terme sur cette réduction-là de production de méthane. Puis, ça nécessite une prescription vétérinaire parce que c'est un antimicrobien. Réduire l'oxyde nitreux maintenant sur les fermes, comment on peut faire au niveau alimentaire pour réduire ce gaz-là. En fait, c'est vraiment d'aller porter une grosse attention sur la protéine présente dans notre ration. Donc, l'excès de protéines va retourner directement dans l'environnement par le fumier et l'urine. Puis, ce qui est important, c'est qu'on apporte une protéine à notre animal, elle doit être métabolisée. Donc, il faut avoir un synchronisme avec l'énergie qu'on apporte aussi dans la ration. S'il y a trop de protéines, pas assez d'énergie pour la métaboliser, cette protéine-là va être perdue. Donc, c'est bon aussi de varier les sources de protéines, à s'assurer d'avoir tous les acides aminés essentiels. Et comme je disais tantôt, la ration balancée selon le stade de l'animal, les besoins en protéines ne seront pas les mêmes durant leur cycle de vie. Donc, on dit toujours de faire appel aux nutritionnistes pour être certain d'être dans les bons taux de protéines. Vous voyez ici la quantité de protéines brutes, c'est un graphique qui peut parler un peu, qui peut être vraiment intéressant à regarder. L'urine, c'est la ligne en bleu, les fesses en orange et ce qui est retenu en vert. Donc, plus le taux de protéines augmente dans la ration, plus on a des excrétions dans l'urine et dans les fesses importantes. Puis, même chose ici, là, je vais passer plus vite sur ce tableau-là. Donc, maintenant, une autre stratégie qui peut parler à plusieurs personnes, surtout dans notre contexte, dans les réalités présentement, on parle de plus en plus de pâturage et de rotation intensive en pâturage. On peut réduire les émissions de CO2 au pâturage. Pourquoi? Bien, en fait, si on a une meilleure régie au pâturage, on va avoir un total de consommation par notre animal. Ce qui va être consommé au pâturage va être plus grand. On va essayer, en tout cas, d'allonger notre saison de paissance, en fait, pour maximiser l'alimentation qui va être au pâturage. Puis pour ça, bien, il faut augmenter nos rendements en pâturage. Dans le fond, la réduction de CO2, c'est vraiment parce que si c'est nos animaux qui récoltent, ce n'est pas notre machinerie, premièrement. L'autre chose que moi, je voudrais qu'on porte attention, c'est le méthane également. Donc, on peut réduire nos émissions de CO2 parce qu'on utilise moins de machinerie, mais on peut aussi réduire nos émissions de méthane en donnant accès à un pâturage jeune et avoir une bonne rotation. Dans le sens que si, dans nos choix aussi d'espèces au champ, si on arrive avec toujours, on voit dans les dernières années, nos rendements en pâturage sont assez bons. On arrive souvent avec une rotation, on est en retard. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on amène à nos animaux des plantes très matures.
Fait que des fois, on arrive dans un pâturage et on entend la plante craquer. Là. Ben, je pense que si on le faucherait, on le mettrait en balle ronde, on aurait un équivalent. Fait qu'à ce moment-là, la fibre, on s'entend qu'elle a augmenté. Je n'ai pas l'effet du pâturage sur mon méthane parce que j'ai amené beaucoup de fibres à mon animal. Si j'ai une bonne rotation, une rotation qui est intensive, puis mes animaux ont accès en grande majorité de l'été à une repousse ou à une herbe qui est jeune, on a vraiment notre avantage au niveau du pâturage avec, en fait, le pâturage a moins de fibres. Fait que quand il est jeune. Fait que ça, c'est vraiment de faire attention dans nos rotations quand elles sont adéquates, puis nos animaux ont accès à des plantes assez jeunes, bien, on peut vraiment réduire de façon considérable la production de méthane comparativement à donner des balles de foin sec, par exemple. Ça va? L'autre chose que je n'ai pas notée, mais que ça me fait penser avec la conférence de Charlotte tantôt, la séquestration de carbone en pâturage va être beaucoup plus réaliste qu'en prairie ou même si on a des cultures pérennes parce qu'on a le pouvoir de garder des plantes à une certaine hauteur. La plante qui a une certaine hauteur au champ va être capable de produire sa photosynthèse beaucoup plus rapidement. La photosynthèse va vraiment apporter l'énergie puis le carbone aux racines. Fait que c'est vraiment le cycle du carbone dans la plante va être beaucoup plus important, puis va collecter beaucoup plus de carbone si la plante a la capacité d'aller la chercher. Fait que plus notre plante a une grosse surface foliaire qui est capable d'aller faire sa photosynthèse, plus notre cycle de carbone va être amélioré. Et si notre plante, on a beaucoup de résidus, nos micro-organismes dans la terre vont vraiment être beaucoup plus nourris et entretenus. Fait que c'est toute la biologie dans le sol qui va faire sa santé et la quantité de micro-organismes qu'on va avoir dans le sol qui va faire coller le carbone dans le sol. Fait que je vous le vulgarise, vous êtes tous des bonnes têtes ici, d'après moi, vous savez un peu de quoi je parle, mais en fait, c'est vraiment au niveau du pâturage. Pour moi, je trouve qu'il y a vraiment un petit quelque chose à aller chercher là-dedans au niveau de la séquestration pour se donner une chance, parce que c'est déjà difficile de séquestrer du carbone. Si on fait des bonnes rotations au pâturage et on laisse vraiment des bons niveaux de végétation à la sortie des animaux, on va vraiment améliorer ce cycle-là. Pour finir sur une note positive, c'est un peu montrer l'impact de la production bovine. On a sorti une ration type de bouvillon. Fait que là, on est vraiment dans le monde de parc d'engraissement. J'ai sorti une de mes rations type d'un producteur qui utilise quand même beaucoup de sous-produits, mais je dirais que c'est assez répandu maintenant. Donc, 50% de la ration provient de coproduits ou sous-produits, dépendamment du terme que vous préférez. Donc, il s'agit de récupération des rebuts de l'industrie agroalimentaire qui sont détournés des sites d'enfouissement puis ont souvent une très faible valeur nutritionnelle pour l'humain ou pour d'autres animaux. Mais les bovins ont vraiment la capacité d'aller valoriser ces ingrédients-là. Donc, les producteurs qui en profitent ont aussi des produits à beaucoup moins cher, là, normalement. Les grains, souvent, on est capable d'aller nourrir nos bovins avec des grains qui sont toxinés ou qui ont un taux un petit peu trop élevé pour des monogastriques ou des animaux plus sensibles. Bien, nos bovins sont quand même très résilients à tout ça. Donc, on est capable d'aller valoriser aussi des récoltes un petit peu plus problématiques. Puis, 28% ici, c'est des fourrages. Bon, on l'a dit, les fourrages, c'est une bonne culture pour la santé du sol. On utilise beaucoup de terres qui sont non propices aux grandes cultures. On l'a dit, les pâturages aussi peuvent séquestrer du carbone. Puis, c'est une ressource à faible valeur nutritionnelle pour l'homme. Donc, c'est un petit peu un résumé là, de ce que peut contenir une ration là, d'un bouvillon. Donc, voilà pour nous. Ça faisait le tour. On pense qu'on a le temps pour les questions? Ou? Oui. Alors, s'il y avait des questions, oui. Bien, tout d'abord, j'aimerais que tu commentes pour la question de la dame tout à l'heure.
Oui. Bon, en fait, là, comme un autre producteur l'a dit tantôt, en agriculture, il y a beaucoup de zones grises. Là, donc, évidemment que là, on n'a pas de recette miracle. Il faut faire un compromis entre justement le respect de l'anatomie du ruminant et ce qui va être bon pour l'atmosphère. Et on parlait de stress thermique ce matin, c'est la même chose. Dans les choix d'ingrédients, si on veut réduire le stress thermique pour nos animaux, on n'a pas le choix de conseiller d'aller dans les concentrés. Mais moi aussi, c'est paradoxal parce que je trouve que ça bloque à un certain niveau dans nos pensées là-dedans. Mais je dirais que quand on prend une vache à bœuf ou un bouvillon en parc d'engraissement qui est nourri avec 85 % de concentré, le bouvillon émet moins que la vache. Fait que c'est ça les chiffres, c'est ça le constat qu'on a. L'autre chose, pour la production qui fait, on est capable de le monter à 1600 livres, puis l'abattre, puis avoir notre viande, dans le sens que il y a des risques d'acidose dans tout ça. Mais je dirais que si on peut se consoler au Québec, nos rations sont pas mal plus fourragères, même au niveau des parcs d'engraissement que dans d'autres provinces et d'autres pays. Là. On voit des rations pour cochons, là, des fois, dans les parcs d'engraissement. Il y a 0 fibre. Là. Tandis que ici, on voit très rarement ça. Mais oui, c'est un pour l'autre. Je suis consciente de ça aussi. Au niveau de la longévité, ouais. si on prend pour une entreprise de vache-veau, la longévité de ton animal, non, on n'irait pas à ces niveaux-là pour les vaches à bœuf quand on prend que c'est pratiquement 100 % de leur alimentation qui est fourragère, dans le sens que si on ajoute 3 kilos de maïs, c'est pas beaucoup. On respecte encore beaucoup son anatomie de ruminant. Et l'autre chose que j'insiste souvent avec les producteurs, vache-veau, c'est beau un foin, oui, c'est un ruminant, c'est ce qu'elle a de besoin, il faut l'analyser parce que dans toutes nos variations de température, dans nos saisons qu'on a, ça y prend de l'énergie aussi à notre vache pour garder son état de chair et tout ça. Fait que des fois, même d'aller kicker avec un petit grain, je veux dire, le foin, il n'est pas là. Fait que faut le savoir, puis mais pour ça, j'ai moins peur. Moi, je parlerais plus des bouvillons là, en parc d'engraissement. On finit par trouver la façon d'avoir des animaux qui sont finis puis qui n'ont pas été trop malades au niveau de l'acidose. Puis c'est là aussi où il faut ajuster nos alimentations, faire bien attention pour respecter ça. Mais pour la vache à bœuf, je pense pas qu'on va se rendre à des niveaux de grains. De toute façon, les vaches à bœuf sont produites dans des régions où on ne peut pas vraiment en faire. Là, fait que... À ce moment-ci, OK. Une dernière question, Éric, puis après ça... Est-ce que vous avez vu, dans le fond, des études qui démontreraient que l'utilisation de plantes riches en tanins comme le lotier ou bien la chicorée dans l'alimentation pourrait réduire un peu là, les GES? En fait, oui, oui, il y a eu quelques études sur le lotier, entre autres. Le lotier, je cherche le nom, mais merci. Corniculé, c'est ça. Oui, dans le bovin, je ne suis pas certain, mais dans le laitier, on a vu que ça pouvait réduire le méthane, oui. Certaines ont maintenu leur production laitière, mais d'autres, on a vu une certaine baisse. Puis, il y a aussi un impact au niveau de la productivité de ces plantes-là qui n'est pas au même niveau que d'autres. Donc, ça prend plus grande terre. Est-ce que ça compense? C'est là qu'il y a ce calcul-là qui est difficile à faire. C'est inséré. Vas-y. Au niveau de l'additif du 3-NOP, le fait que ça inhibe ta formation de méthane, encore là, au niveau de la rumination puis la fermentation entérique, c'est quelque chose de normal. Si on inhibe une grande partie de ça, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Il y a quand même eu beaucoup d'études sur cet additif-là qui a été réalisé autant au Canada qu'en Europe qu'ailleurs. Ils n'ont pas vu de diminution de performance avec ça, ni de grandes modifications au niveau de l'environnement ruminal. Oui, on voit que l'hydrogène dans le rumen augmente, mais souvent, elle va être redistribuée dans d'autres voies métaboliques, en fait, pour être utilisée soit dans la conversion de l'azote ou bien dans d'autres secteurs, ou bien même être émis directement dans l'atmosphère. Donc, au niveau qui sont recommandés par le fabricant, il n'y a pas nécessairement d'effet négatif sur la productivité ou les paramètres du rumen.
Bien, merci C'est beaucoup. c'est simplement dispendieux à utiliser présentement, donc ce n'est pas quelque chose nécessairement qu'on recommande au niveau économique.